Je devais faire cette intervention avec Yves-Gaël Chény d'Empreinte Digitale, qui me laisse lâchement tomber pour cause de cas contact Covid, qui est aussi copilote avec Sébastien de la communauté numérique responsable d'ADN Ouest, dont je suis sponsor au CA. Et je pense que tout le monde m'a vu à la conférence précédente, mais je me représente. Je suis Anne Rabot, membre du collectif Green IT et dirigeante de ma société Brigic. Je mentionne aussi Femmes du Digital West, avec qui nous faisons cette conférence. En plus de ADN, nous avons Femmes Digital West. Donc on va évoquer ensemble l'éthique. Donc on est peu nombreux, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure et à échanger. Je me sentirai moins seule comme ça. On va parler d'éthique et d'informatique, qui est une partie du numérique responsable. Avec l'écologie, on va parler aussi de social et de sociétal. Donc je vous ai mis la définition, le courrier qui a été fait à IBM à l'époque de la création du mot ordinateur. Le président d'IBM avait consulté Jacques Perret, professeur en philologie latine à la Sorbonne, pour créer un mot français pour le mot computer. Et donc, à l'époque, il y avait eu plusieurs hypothèses comme calculateur, et c'est ordinateur qui a été choisi. C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Donc le courrier est plus long que ça, je vous ai mis juste un extrait. Donc voilà, l'ordinateur, c'est Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Donc ça donne un peu le ton de l'informatique qui va suivre. Donc un petit quiz. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises, on a l'air d'avoir beaucoup d'étudiants dans la salle. Est-ce que pour vos recrutements, vous publiez votre annonce sur l'APEC Pôle emploi ou même dans le journal local, vous utilisez un logiciel de sourcing, vous scrutez les réseaux sociaux à la recherche de la perle rare, ou vous déléguez à un cabinet de recrutement? Alors, qui a la réponse A? Vous pouvez faire plusieurs choses. Donc. Sébastien publie encore dans la Gazette d'Angers. Qui utilise un logiciel de sourcing? On a un. Et qui scrute les réseaux sociaux? Il y en a pas mal quand même. Et les cabinets de recrutement aussi. Il y en a qui cumulent. Selon vous, utiliser un logiciel de sourcing permet de diminuer les coûts de recrutement, élargir le vivier de candidature ou permet de recruter des clones? C'est pas du tout orienté à ma question. Donc, qui pense que ça diminue les coûts de recrutement? Ouais. Qui pense que ça élargit le vivier de candidature? Et qui pense que ça permet de recruter des clones? Ouais, c'est un peu ambigu, hein, Thierry. Donc tout ça pour amener le sujet de l'éthique. En fait, l'éthique et l'informatique, c'est pas automatique, effectivement. Il faut prendre en compte effectivement tous les biais derrière le numérique. Le numérique, c'est juste des programmes qui sont programmés par des humains, et donc ils reproduisent et amplifient les biais qui sont déjà préexistants dans la société. Donc on va parler par exemple d'intelligence artificielle, qui sont notamment derrière tous ces logiciels de sourcing dans le recrutement. En fait, beaucoup de ces algorithmes vont se baser sur ce qui préexiste pour leur système d'apprentissage. Et donc ce qui préexiste, et c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement dans l'entreprise, c'est ce qui va servir de base, notamment pour les recrutements suivants quand il s'agit de logiciels de sourcing. Donc aujourd'hui, le profil qui est le plus performant en entreprise, c'est d'être un homme blanc. Et donc, Amazon, notamment, a eu un procès aux États-Unis, puisque son logiciel de sourcing a été accusé de discrimination, puisqu'il éliminait par défaut tous les hommes noirs, toutes les femmes, et les femmes noires encore pire. Donc, il y a eu une étude de fait
sur les taux de réponse sur ces logiciels de recrutement. Et donc, il y avait 99% d'hommes blancs, en fait, qui passaient avec succès ce logiciel. Et pour les femmes, on tombait à 80%. Donc, il y avait une systématisation de la discrimination qui n'était plus simplement le choix d'une personne avec ses propres biais, mais les biais étaient programmés dans le logiciel. Je vous invite d'ailleurs à voir le film qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Coded Bias, qui est fait par une chercheuse américaine au MIT, qui s'est aperçue que les logiciels de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas son propre visage de femme noire. Et donc s'est intéressée au sujet et a commencé à faire des statistiques sur la reconnaissance faciale, sur les hommes blancs, les hommes noirs, les femmes blanches et les femmes noires. Et bien sûr, les logiciels de reconnaissance faciale étaient extrêmement fiables, à 99,99% sur les hommes blancs. Et sur le reste de la population, les taux diminuaient beaucoup. Et du coup, les femmes noires étaient les personnes pour qui ça marchait le moins bien. Et donc, ces logiciels étant de plus en plus utilisés, notamment dans les entreprises, on parlait des logiciels de sourcing, mais également dans le film, il parle des reconnaissances faciales dans les halls d'immeubles d'HLM, donc qui systématisaient le contrôle des populations, notamment pauvres et noires, et qui, du coup, systématisaient leur surveillance, avec des taux d'erreur très élevés qui, du coup, les stigmatisaient et les discriminaient en permanence. Quand on parle d'éthique et d'informatique, on parle aussi beaucoup d'utilisation des données, d'usage des données. Alors, je vous ai mis ce petit dessin humoristique sur Pokémon Go. On entend beaucoup moins parler de Pokémon Go aujourd'hui, mais il y a quelques années, tout le monde était rivé sur son téléphone à la recherche de ce petit personnage dans la rue. L'utilisation des données, je vais prendre mon anti-sèche sur le brevet qui a été déposé par Niantic, la société qui a développé le jeu. Donc le brevet qui a été déposé par Niantic sur le jeu Pokémon Go, le but du jeu est directement lié à la collecte de données. Donc le Real Challenge repose dans le fait de motiver les joueurs à fournir constamment des données, même après l'engouement provoqué par la découverte du jeu. La collecte d'informations se doit d'être aussi divertissante que possible. Donc là, c'est vraiment flagrant. Le brevet qui a été déposé, c'était pas un brevet de jeu, c'était vraiment un brevet de récupération des données des utilisateurs. Alors là, c'est flagrant, et Pokémon Go, on l'utilise moins aujourd'hui, il y a encore, je pense, des joueurs. Mais c'est ce qui arrive aussi tous les jours avec Google. C'est-à-dire, Google n'est pas un moteur de recherche. Google est une régie publicitaire. C'est leur moyen de défense qu'ils ont eu lorsqu'ils ont été attaqués par la Commission européenne sur abus de position dominante sur les moteurs de recherche. Leur défense a été « Nous ne sommes pas un moteur de recherche. Notre brevet n'est pas déposé sur un moteur de recherche. Nous sommes une régie publicitaire. » Donc, ils ont pas échappé à l'amende, mais ils ont établi leur défense comme ça. Et en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur, on ne s'aperçoit pas que le modèle économique est réellement celui-ci. On pense vraiment avoir affaire à un moteur de recherche. Mais du coup, le but de Google est de nous proposer des services de plus en plus performants, de plus en plus pratiques, du fait qu'on ne peut plus s'en passer, pour récupérer le plus de données possible et les revendre aux entreprises qui seraient intéressées par nos données. Dans l'éthique du numérique, on va aussi parler de fracture numérique, de l'accès de toutes les populations, des personnes fragiles au numérique. Dernièrement, le Secours populaire a alerté sur la digitalisation à marche forcée des services publics, qui éloigne les populations fragiles tout simplement du service public et de leurs droits fondamentaux.
il est aujourd'hui quasiment impossible de se passer du numérique pour payer ses impôts, pour obtenir des droits à la CAF, pour la Sécu. Et donc aujourd'hui, si on est une personne qui n'a pas accès au numérique ou qui ne sait pas s'en servir, aujourd'hui, on peut être exclu de ces services de base. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement. Du jour au lendemain, on a dû faire école à la maison à nos enfants. C'est presque évident pour nous, cadres dynamiques et finalement assez aisés, d'avoir accès à des ordinateurs à la maison et de pouvoir en proposer à nos enfants pour qu'ils suivent les cours. Ce n'est pas du tout évident pour toute la population française. Ça, c'est pour la population fragile et éloignée du numérique, mais il y a aussi un problème de couverture territoriale, encore aujourd'hui, qui persiste, d'accès au numérique dans les zones peu couvertes. Donc pourquoi s'y intéresser dans mon entreprise? Quel est l'intérêt finalement au-delà de moi en tant que particulier? Qu'est-ce que moi en tant que professionnel je peux faire et pourquoi je dois m'y intéresser? Tout d'abord pour la marque employeur, aujourd'hui le numérique est partout et tout le temps. On a des notifications permanentes, on a des mails permanents et ça peut engendrer des sortes de burn-out professionnels auprès des collaborateurs qui sont sursollicités en permanence, qui reçoivent des mails, des messages instantanés, qui n'arrivent plus à couper du coup de leurs outils numériques, qui continuent d'être sollicités à la maison, d'autant plus en télétravail. C'est-à-dire que la coupure pro-perso est encore plus difficile en télétravail. Mais avec les outils numériques, c'est aussi le cas si on se déplace au bureau. On est sollicité en permanence et donc il faut aussi apprendre à couper les réseaux. On va s'y intéresser aussi pour l'expérience utilisateur qu'on propose avec nos services. Donc on a quelques blagues d'informaticiens. Donc si le service ne marche pas, il faut mieux remplacer l'utilisateur que le service. Ça doit être de sa faute. En anglais, il y a un acronyme pour ça. Ça s'appelle PICNIC. C'est Problem in Chair, Not in Computer. Donc le problème est dans la chaise et pas dans l'ordinateur. Donc, en fait, en faisant ça, on va considérer que si l'usager, l'utilisateur ne sait pas se servir de notre service, c'est que c'est lui le problème. Alors que non. On le voit souvent en entreprise, je vous assure. Le problème ne vient pas de l'utilisateur, le problème vient d'un mauvais design du service et d'une mauvaise expérience utilisateur. Et on va considérer que tout est évident, que tous les utilisateurs savent se servir de notre service. Et on ne va pas considérer justement ces problèmes d'accès, ces problèmes d'éloignement au numérique. Et donc, il faut vraiment se poser la question, mon service est-il accessible et compréhensible par tous, tout le temps, partout? Est-ce que finalement mes équipes de développement, par exemple, dans le numérique, sont assez diversifiées pour comprendre tous les usages possibles de mon service? C'est-à-dire que si, on a vu l'attaque des clones tout à l'heure, si tous mes développeurs et tous ceux qui développent les services numériques ou sont au contact des clients pour comprendre leurs besoins, s'ils sont tous pareils, souvent ce sont des hommes blancs, CSP+, donc est-ce qu'ils sont à même de comprendre les besoins de toute une population diversifiée? Donc c'est aussi pour ça que dans diverses associations comme Femmes Digital Ouest et Femmes Ingénieurs dont je fais partie, on milite pour cette diversification des équipes. C'est aussi pour prendre en compte tous les usagers des services numériques et pas seulement ceux pour lesquels on pense que c'est évident.
pour les entreprises aussi, il y a un enjeu d'anticipation, anticipation des changements, anticipation des modèles économiques à venir. Beaucoup d'entreprises ont été surprises par l'avènement des nouveaux modèles économiques comme l'ubérisation, donc l'avenue des plateformes. Aujourd'hui, même les avocats se posent des questions sur l'ubérisation de leur métier, puisque tout se base sur la compréhension de la loi. Or, les ordinateurs lisent un pavé comme ça beaucoup plus vite qu'un humain. Donc, il y a vraiment des questions à se poser sur tous les métiers, sur qu'est-ce qui peut changer avec le numérique, qu'est-ce qui peut changer avec les nouveaux modèles économiques qui arrivent, et comment je peux les anticiper. Enfin, il y a un enjeu de sécurité. On parle beaucoup de gouvernance des données. On en a parlé ces derniers temps avec les données de santé, notamment avec Doctolib qui a beaucoup de nos données de santé depuis le Covid, à tous nos rendez-vous vaccinaux et tous nos rendez-vous chez les médecins. Donc il y a un vrai enjeu de gouvernance des données et de sécurité de nos données. C'est pas juste une histoire politique entre différents États qui se battent pour avoir leur licorne dans leur pays. Il y a vraiment un enjeu derrière. Je peux vous donner un exemple avec Renault, qui il y a quelques années s'est confronté au Patriot Act américain. Le Patriot Act et les lois d'export américaines stipulent que vous ne pouvez pas utiliser des composants américains à destination des pays de l'axe du mal, selon George Bush. Ça remonte un peu. Donc c'est Corée du Nord. Bon, en France, on n'a pas trop d'intérêt économique avec la Corée du Nord. Le Soudan, l'Iran et Cuba. Je crois qu'il y en a un autre. Donc là, l'Iran, ça commence à être plus proche de nous. Et Cuba, on a des intérêts économiques aussi assez proches. Et donc Renault s'est trouvé un peu embêté parce qu'ils avaient un composant grand comme ça dans une voiture construite en Iran et commercialisée ensuite dans différents pays du monde. Et donc les États-Unis ont interdit la commercialisation de cette voiture puisqu'il y avait un composant américain qui transitait par l'Iran. Donc ils ont dû changer toute la conception de la voiture juste pour un petit composant et changer de fournisseur. Donc il y a vraiment un intérêt économique derrière. Chez Nissan, moi j'ai travaillé chez Nissan, on a été aussi confronté à ces lois d'export américaines puisqu'on a acheté un logiciel américain, on l'utilisait en Europe et dans le contrat, il stipulait qu'on n'avait pas le droit de donner accès à ce logiciel à des collaborateurs qui viendraient de ces pays-là. En France, on a beaucoup de Cubains, je vous assure. Donc, si on avait eu un collaborateur cubain ou iranien, il n'aurait pas pu travailler sur ce logiciel. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces aspects géopolitiques qui ont aussi un impact sur la vie de tous les jours dans les entreprises et qui peuvent avoir un impact réel sur l'économie de l'entreprise. Alors maintenant, on fait quoi ? Tout d'abord, on regarde la réglementation existante. Il y en a. Pour la diversité dont on parlait tout à l'heure, il y a de nombreuses lois relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a la loi qui date de 2011 maintenant, la loi Copé-Zimmermann, qui est relative à la représentation des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Donc pour les entreprises qui ont un conseil d'administration, elles doivent avoir 40% de chaque sexe. Il y a ensuite de nombreuses lois de 2014, 2015, 2018 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, donc de non-discrimination, d'égalité salariale, etc. Sur l'utilisation des données, on va retrouver la réglementation les RGPD, que vous connaissez tous sûrement, qui s'est mise en place dans les entreprises
depuis quelques années. Une réglementation qui est moins connue, qui est la RGAA, qui est la réglementation sur l'accessibilité, qui est aujourd'hui, je parle sous contrôle d'Adeline et Sébastien, obligatoire dans les administrations, il me semble, et qui est très recommandée de suivre dans les entreprises, qui permet d'avoir des services numériques accessibles aux personnes porteuses de handicap. Notamment pour les malvoyants, mais ça peut être d'autres types de handicaps pris en compte. Donc veillez dans vos entreprises à avoir des équipes diversifiées. Je vais pas cliquer sur le bon. Donc diversité, équité et inclusion. Donc faire en sorte que dans les DSI, qu'à la direction, que dans les équipes projets, il y ait de la diversité pour mieux prendre en compte justement toutes ces problématiques d'usage notamment. Donc éviter les discriminations de genre, de handicap, de couleur de peau, d'orientation sexuelle, de surpoids également. Il y a beaucoup de discriminations liées au surpoids. Et puis on l'a vu tout à l'heure, le design de service. Je vous invite à regarder ce qui est fait par le groupe qui s'appelle les designers éthiques. De réfléchir vraiment à son public cible, à l'accessibilité de ces services, au fait que nos services sont accessibles à tout le monde, tout le temps, partout, quel que soit le handicap ou le non-handicap. Ça peut être un handicap temporaire aussi, on peut avoir des difficultés d'accès aux services temporairement et se retrouver en difficulté. Pour ça, il est important d'avoir une réflexion globale sur nos services, pas juste essayer d'améliorer une fois que c'est fait, mais de prendre en compte dès la conception, vraiment, et d'avoir une réflexion globale sur les services que l'on propose. Enfin, sur les outils, regardez les outils internes qu'on utilise. Regardez où sont stockées les données. Est-ce qu'on peut passer à l'open source? Est-ce que passer toutes nos données sur le cloud aux États-Unis est une bonne idée? Est-ce qu'on peut s'auto-héberger? Enfin, voilà, il y a plusieurs questions qu'on peut aujourd'hui se poser. Il y a des solutions qui existent pour finalement avoir une réflexion globale sur ces enjeux-là, notamment sur la gouvernance, avec des logiciels français ou avec des logiciels open source qui vont permettre justement de réfléchir à ces problématiques. Voilà. Comme je suis toute seule, j'ai dû aller un peu vite parce que j'avais pas de feedback, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions, des compléments ou des témoignages, des retours d'expérience sur ce sujet? J'arrive. Alors, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Olivia Beloin, donc de l'association Femmes du Digital Ouest, et aussi avocate. Donc, je voulais rebondir justement sur la petite observation que vous avez faite par rapport justement au legal tech en fait, donc les sociétés qui entreprennent dans la tech et qui justement s'attaquent au métier juridique. Alors effectivement, on est une profession qui est assez visée par ces entreprises-là, et notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé à analyser toutes les décisions de justice et du coup à prédire ce qu'une victime pourrait en fait gagner dans son procès. Et effectivement, c'est assez problématique pour la profession, parce que le juge reste un humain qui va justement apprécier de façon subjective la situation, un cas précis. Et avec ces tableaux, ça peut aussi effectivement un peu perturber
le déroulement d'un procès classique. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très parlant ce que Ouais, vous et voulez dire. puis du coup, ça automatise des biais qui étaient déjà ancrés dans la société. Les jugements qui ont déjà été rendus par des juges ne sont pas exempts des biais racistes, sexistes, homophobes. Et donc, en fait, en les programmant, on va amplifier le phénomène parce que les logiciels vont apprendre à partir de données déjà biaisées et donc vont les systématiser finalement. Et on Ouais. n'aura plus cette subjectivité humaine. C'est ça. Et en fait, on en est à un point aujourd'hui où on a carrément des tableurs qui nous disent en fonction de critères, dans ce cas-là, si on croise telle donnée, un salarié qui a tant d'ancienneté, licenciement pour tel motif, estimation, fourchette de dommages et intérêts entre temps et temps. Alors que c'est vraiment très impressionnant, même si il y a encore beaucoup de décisions de justice qui ne sont pas encore numérisées et qui ne sont pas encore justement entrées en tant que données justement dans ces estimations. Mais c'est vrai que ça va très très vite. Ouais, et puis on le voit aussi avec des services publics comme Pôle emploi et la CAF qui vont automatiser l'octroi ou la radiation des usagers sur la base d'algorithmes. Et en fait, du coup, les usagers n'ont plus accès à la décision, n'ont plus accès à un humain pour expliquer la décision. C'est une machine qui l'a prise. Et donc, le recours est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas vraiment de matérialité derrière. Ouais, exactement. Mais après, c'est vrai que aujourd'hui, dans certains domaines, enfin, je ne vais pas trop m'étendre, hein, mais aujourd'hui, dans certains domaines, clairement, on aura toujours besoin d'un juge parce qu'il y aura toujours besoin d'un humain pour apprécier, rien qu'en termes d'équité ou vraiment analyser la situation de la victime pour ensuite trancher un litige et pas se fier à un tableur ou un tableur de données et de Ouais. moyennes. Et du coup, dans les professions, c'est des changements qui sont aussi à anticiper. Exactement, et dont on se sert en fait déjà aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Et pour aller plus loin sur ces choix des algorithmes, je vous invite à faire le test du MIT qui s'appelle Moral Choices. Donc les choix moraux, où en fait vous êtes dans une voiture et vous allez avoir un accident. Et donc vous avez une dizaine ou une vingtaine de questions qui vous demandent à chaque fois si vous prenez le mur ou si vous rentrez dans la petite vieille. Vous avez le choix entre rentrer dans la petite vieille ou dans des enfants. Quelqu'un qui a l'air d'être un voleur par rapport à quelqu'un en costume cravate. Et donc la machine tourne depuis des années. Hein. Et donc vous voyez que au final, si vous êtes jeune, bien portant et que vous avez l'air bien propre sur vous, vous avez plus de chances de survie quand même. Et c'est très rare que vous décidiez de vous tuer vous-même, du coup. Mais en fait, c'est une des questions de la voiture autonome aussi. Hein. C'est s'il y a un accident devant vous, quand vous êtes en voiture au volant, c'est pas une décision délibérée que vous allez prendre. C'est en une fraction de seconde, vous allez décider de donner un coup de volant et de vous envoyer dans le décor, mais ça va pas être une décision délibérée. Alors que dans la voiture autonome, ça va être programmé. Donc, si le camion perd son chargement, il y a une vidéo là-dessus sur YouTube, si le camion devant vous perd son chargement, si vous êtes au volant, en un quart de seconde, vous décidez, soit vous prenez le chargement, soit vous donnez un coup de volant pour vous envoyer dans le décor. En voiture autonome, ce sera un choix programmé. Soit la voiture va programmer de s'envoyer elle-même dans le décor, au risque de tuer le conducteur, enfin le chauffeur de la voiture. Soit elle va délibérément choisir de rentrer dans quelqu'un d'autre, dans une autre voiture. Et donc tous ces choix à faire de voiture autonome seront prédits, du coup, seront prédictibles. Donc on n'est plus dans l'instantanéité du moment. Donc bonjour, je m'appelle Hugo Laolé et je souhaitais savoir, on a parlé par rapport au racisme et tout ça qu'on a vu
par rapport à Facebook et tout ça. Aujourd'hui, bah, moi, par exemple, je peux voir ça sur LinkedIn ou des choses comme ça, où je vois, comme vous l'avez expliqué, je vois pratiquement que des hommes blancs dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, comment on peut faire justement pour sortir de cet algorithme d'avoir tout le temps des personnes blanches et avoir tout type de personnes? Alors c'est très dur de sortir des algorithmes, hein, et c'est très dur de sortir de son propre cercle en fait. On voit que les algorithmes des réseaux sociaux vous incitent à vous enfermer dans votre bulle, et radicalisent en fait les pensées que vous aviez déjà. Et donc, en fait, ça vous enferme dans votre bulle. Donc, si vous êtes un homme blanc, vous aurez tendance à ne pas voir en fait tout ce qui a trait à d'autres communautés. Donc, c'est très très dur de sortir de ces algorithmes des réseaux sociaux. Le plus facile, c'est de sortir des réseaux sociaux. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Caddy et je travaille à l'Agence de développement économique des Pays de la Loire sur des sujets autour du numérique et on travaille sur des sujets de développement de l'IA pour les entreprises et on a clairement la question de l'éthique au cœur de ce développement et ça me faisait sourire quand vous avez présenté la définition de l'ordinateur au départ. Je me demande si en intégrant cette question de l'éthique dans l'algorithme, on va pas réussir à presque avoir une forme de Dieu, quoi. C'est-à-dire que on a un ordinateur qui est capable de calculer très vite et de prendre en compte des éléments que l'humain a par définition, c'est-à-dire des biais, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de créer le Dieu qui était à l'origine de la définition et du choix du mot ordinateur? Oui, je sais pas, je pense que c'est ce que voudrait Mark Zuckerberg en tout cas. Est-ce qu'on est en train de créer un dieu? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais effectivement, je pense que certains à Silicon Valley se prennent pour Dieu. Parmi nous, quelques amis de la belle province. Et sur ces sujets, si je peux me permettre de vous interroger, est-ce que vous avez des commentaires, des témoignages, des retours d'expérience à nous faire partager, peut-être par rapport à ce type de point de vue que vous pouvez avoir outre-Atlantique, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le risque d'échanger sur le sujet parmi vous? J'ai pris le risque de faire la conférence toute seule. Alors. Bonjour, donc moi je travaille chez ADN Ouest et c'est vrai qu'un de nos combats c'est d'améliorer la mixité homme-femme dans le numérique. Est-ce que de votre côté il y a des actions? Je pense qu'en France on doit être de l'ordre de 17% de femmes dans le secteur. Oui, alors plus c'est technique, moins il y a de femmes. Donc sur les métiers techniques, on tombe à 10%. Oui, bonjour. Merci pour la conférence. Désolé pour l'accent, mais c'est très bien. C'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est effectivement une préoccupation qu'on a. Nous, chez Québec numérique, on avait remarqué, en fait, je pense que toute l'industrie l'a remarqué, mais c'est inquiétant aujourd'hui que l'intelligence artificielle, l'intelligence qu'on crée pour prendre les décisions de demain, ne reflète pas nécessairement l'intelligence collective que nous avons aujourd'hui parce que c'est fait par 95% d'hommes blancs. Je vais arrêter la définition là. Donc, on trouve ça inquiétant. Nous, on a essayé de contribuer un peu à changer les choses, notamment avec l'arrivée à Québec de 42, qui est une école un peu différente, qui justement va aller chercher des profils un peu plus atypiques, va aller chercher plus de femmes aussi. Il faut savoir qu'au Québec, je ne sais pas si c'est les mêmes statistiques ici, là, mais on a environ 8 à 12%, dépendamment de l'université ou du collégial, en présence féminine dans les cursus. Au niveau de 42, on est plus dans les alentours de 30 à 35%, ce qui permet de diversifier. Donc, je pense que c'est un enjeu un peu partout sur la planète, mais il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut pousser plus. Il faut s'assurer que cette intelligence artificielle sera le reflet de l'intelligence collective qu'on sait avoir aujourd'hui, là. Oui, surtout que c'est de plus en plus présent en fait dans beaucoup de services. On le voit aussi dans la santé, hein. Tout ce qui est intelligence artificielle pour la santé, reconnaissance des mélanomes par exemple, qui ont été testés sur des peaux blanches, qui ne reconnaissent pas du coup les mélanomes sur les peaux noires. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux de société liés
à cette IA. Et donc, il faut aussi que les équipes soient diversifiées pour déjà savoir qu'il y a des sujets qui existent et s'y intéresser. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Ouais, j'arrive. Un autre témoignage du Québec. En fait, je dirais aussi qu'il y a des enjeux au niveau de la formation initiale auprès des jeunes du primaire et du secondaire, puis même de sensibiliser les enseignants à tout ça, parce que même eux ne maîtrisent pas toute cette information-là que nous, on a, mais ils ont entre les mains l'avenir, notre jeunesse. Donc, il y a vraiment des enjeux de trouver des façons de sensibiliser les enseignants pour qu'ensuite ils peuvent transmettre ce savoir-là, ces préoccupations-là aux élèves qui, aujourd'hui, utilisent les médias sociaux allègrement sans se rendre compte de toutes les machines, les algorithmes qui roulent derrière. Donc ça, j'imagine que c'est une préoccupation que vous avez. Oui, il y a effectivement un enjeu d'éducation. Effectivement, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, les professeurs d'école élémentaire ne sont pas formés au numérique tout court. Alors, question d'éthique encore moins. Donc, on l'a vu un peu brutalement avec le confinement en 2020. En fait, les enseignants de primaire n'ont pas d'ordinateur fourni par leur employeur. Certains ne savent pas comment ça marche. Donc, faire cours à distance, pour la plupart, enfin pour la plupart, je sais pas, mais pour certains, c'était vraiment compliqué. Donc, former en plus à des questions d'éthique, aux questions des usages des réseaux sociaux, aux questions de discrimination des algorithmes, je pense que du moins dans les niveaux assez élémentaires, c'est pas pour tout de suite. Après, sur les niveaux collège-lycée, il y a des sensibilisations qui existent. Il y a de nombreuses associations qui interviennent en établissement. Maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment institué dans les programmes. Jean-Marie, tu veux faire du sport? Je te remercie. Oui, je voulais savoir, dans les publics aussi qui sont à l'écart du numérique, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les seniors pour les inclure dans le développement d'applications ou même dans les équipes? Parce qu'on voit quand même, voilà, on a déjà parlé plusieurs fois le profil type, qu'on a passé peut-être 40 ans, 45 ans, on a de moins en moins de profils seniors. Oui, on a moins de profils seniors dans les équipes. Après, sur l'usage des services numériques, les difficultés portent plus tellement sur je dirais les premières tranches d'âge de seniors. Les 60-75 ans maintenant sont très au fait du numérique. Ça va être plutôt dans le très grand âge qu'on va avoir des difficultés et donc un accompagnement en particulier. Après, la fracture numérique est pas forcément, est de moins en moins liée à l'âge en fait. C'est plus des fractures territoriales, des différences sociales d'accès au numérique plutôt que des différences d'âge. Enfin, ça a tendance à diminuer en fait la différence liée à l'âge. Juste si je peux me permettre pour rajouter une info, la loi peut aussi aider à améliorer les formations. En France, on vient de voter la loi REEN, la loi réduction de l'empreinte du numérique, dans lequel il y a une obligation de sensibilisation au collège-lycée et une obligation de formation dans les écoles d'ingénieurs. Alors effectivement, on est plutôt sur l'empreinte environnementale du numérique, mais c'est à mon avis effectivement un beau package du numérique responsable qui doit intégrer ce côté éthique que tu as présenté. Voilà, la modification de la loi, alors en France, on sait ce que c'est, mais ça peut être aussi un levier. Voilà. L'obligation d'enseigner, ça peut être aussi un levier. En tout cas, c'est celui qui vient d'être voté. Oui, encore un partage d'expérience parce que mon âge me le permet. Je crois que pour bien comprendre ce que vous disiez sur les tranches d'âge, donc là aujourd'hui, je vais bientôt avoir 70 ans et je fais partie de la première génération qui a commencé à utiliser l'informatique durant les études supérieures. Et on a commencé à utiliser des micro-ordinateurs dans les années 80, ce qui explique que les difficultés sont essentiellement pour les gens plus âgés que nous qui n'ont même pas vu dans leurs études l'utilisation des outils.
J'ai moi-même fait une partie de mes études avec un papier et un crayon et ça s'est très bien passé. Ok, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Anne qui, voilà. Merci.